Oh, come on, stop this shit. Première des 24 fois que l'on risque d'entendre l'hymne néerlandais cette année, Max Verstappen a tout simplement éteint la concurrence. Il a fait le Grand Chelem, pole, meilleur tour en course, victoire, a mené tous les tours de la course, et tout ça avec une petite vingtaine de secondes d'avance sur son coéquipier. Voilà, j'ai pas besoin de parler de Red Bull aujourd'hui, on est d'accord. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Bahreïn 2024 de Formule 1. Et c'est reparti. On commence par là où peut-être les deux meilleures courses, hors Verstappen évidemment, qui lui a fait tout simplement un perfect. On va parler de deux hommes qui étaient habillés en vert. Il s'agit de Zhou Guanyu et de Lance Stroll. Eh oui. Alors je commence avec le pilote chinois, P11, meilleur des autres désormais sur ce Grand Prix. Ils ont maximisé tout ce qu'ils pouvaient chez Sauber pour amener cette voiture à la porte des points. Le point fort des Sauber se trouve dans le rythme de course pour le coup, beaucoup moins sur la qualification. Ils se sont fait sortir tous les deux en Q1, qui reste quand même un point à travailler, même si je pense que la petite erreur de Zhou dans le dernier virage pour son tour qualif lui a probablement coûté un passage en Q2, mais bon, avec des si on refait le monde. Ça n'empêche qu'il prend quand même un bon départ et il fait tout l'exté au premier virage où Hülkenberg emboîte le pauvre Lance Stroll qui avait rien demandé. P13 sur les premiers tours, fallait consolider la position et être plutôt agressif en tout cas dans la stratégie. Alors c'est l'un des premiers à s'arrêter et l'undercut a vraiment bien fonctionné sur ce Grand Prix. Il se retrouve à la bataille avec Tsunoda et Stroll derrière qui est en train de remonter justement, mais il arrive à tenir la RB et l'Aston. Il couvre automatiquement Stroll qui était la menace principale au moment du deuxième arrêt et c'est Magnussen qui arrive à s'intercaler entre lui et la RB de Tsunoda et ils seront trop occupés à se battre concrètement, ce qui lui laisse une belle P11 à la fin. Tout est maîtrisé, c'est parfait. Et donc rapidement, très belle course de Lance Stroll, très bonne entame de saison comme l'année dernière. Le décalage sur Zhou au T1, je pense qu'il s'est lui-même un petit peu surpris de voir Zhou freiner un petit peu plus tôt qu'il ne le pensait. Ça ressemble un petit peu au début à une manœuvre d'évitement plus qu'à un dépassement, qu'il arrive quand même à transformer en dépassement au final. Puis derrière, il s'envole. Alors Stroll, reparti dernier au premier virage, après le contact avec Hülkenberg, remonte pour prendre la P10 à seulement 16 secondes d'Alonso et 10 secondes devant Zhou, donc ça reste une très belle performance. Donc oui, les Aston ferment la marche du Big Five. Zhou ne pouvait pas faire grand chose et on a eu donc deux très belles courses. Puis Stroll qui remonte dans le paquet machin truc pour finir à 16 secondes, je trouve que c'est quand même une belle perf. Alors d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel pilote vous a le plus épaté samedi. Mon petit doigt me dit que ça peut potentiellement parler d'un Carlos Sainz, mais on va vite fait en reparler, vous allez voir. Deuxième réaction, on va parler dépassement, mesdames et messieurs. On en a eu quelques-uns et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à choisir. On a Russell sur l'extérieur sur Leclerc ou le plongeon de Sainz sur son coéquipier Leclerc. Alors un peu facile, vous allez me dire, Charles avait des problèmes de frein sur l'avant gauche de sa voiture, donc quand il freinait, ça tirait naturellement un peu vers la droite, ce qui est pas ouf, et il perdait aussi évidemment en efficacité de frein, donc il fallait freiner 3-4 mètres plus tôt, sans compter les blocages de roues, etc. Pour moi, Russell par l'extérieur au virage 4, c'est absolument magnifique. Début de course, la voiture elle est chargée en essence, donc l'arrière peut très vite décrocher. Et généralement, le plus efficace dans ce virage 4, c'est de croiser pour se retrouver sur la ligne intérieure de son adversaire pour finir le dépassement en arrivant dans le virage 6 et 7. Vous avez une meilleure trage. Et puis c'est fait quoi. Alors pas trop le problème de George Russell sur l'exté, il freine tellement plus tard par rapport à Charles qu'il se retrouve à sa hauteur presque un peu avant la corde de manière un peu surprenante. Et là, il n'y a plus qu'à gentiment emmener un petit peu plus de vitesse pour terminer la manœuvre et compromettre la trajectoire optimale de Charles Leclerc, qui peut pas mettre pied dedans parce que à sa gauche, il y a George Russell, donc il peut pas se laisser dériver sur l'extérieur comme il faut. Alors ça reste pour moi la plus belle manœuvre de la course dans sa construction et son exécution malgré des problèmes de frein de Leclerc. La manœuvre, elle est technique et surtout avec le plein d'essence.
pas simple de faire ce qu'il a fait. Puis en plus, dans le virage, on redescend. Enfin bref, c'est chaud. Alors, le plongeon de Sainz vient de tellement loin au virage 1 que c'est tout aussi beau. Mais sur un gros freinage comme celui-là, Leclerc est vraiment désavantagé dans un combat, je trouve. Ça n'en reste pas moins que Sainz lui fait 2 fois le coup et que ça s'est quand même bien passé, heureusement. Mais ça reste des belles manœuvres parce que Sainz, il vient de vraiment loin. Alors pareil, si vous avez d'autres manœuvres qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on en reparlera, je sais pas, dans un short par exemple. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler un peu drama. Je sais que vous aimez bien ça, bande de petits chenapans, je vous connais. Et non, on va pas parler du Google Drive de Christian Horner, qui doit être l'un des drives les plus partagés du monde de ces derniers jours. On a autre chose à faire, on va parler de Tsunoda et de Ricciardo. Ouais. Alors globalement, personnellement, j'attendais les RB bien plus hautes que ça, que ce soit en qualif ou même en course. J'ai l'impression qu'ils ont galéré. Ricciardo en particulier, Tsunoda un petit peu plus à la bataille, mais coincé quand même. Bref, pour l'équipe de Laurent Mekies, c'était compliqué quoi. Alors avec une meilleure qualif et sans être trop dans le trafic, en rythme pur, je pense que Ricciardo et Tsunoda sont quand même devant Zhou et Magnussen à la régulière. Dans le trafic, c'était quand même difficile, mais je pense que c'était le cas vraiment pour tout le monde. Celui qui était en dehors, c'était cool. On en a un peu parlé, mais l'undercut fonctionnait vraiment très bien sur ce Grand Prix et ils ont à chaque fois choisi l'inverse, c'est plutôt d'allonger, là où cette stratégie fonctionne quand t'es plutôt devant et que tu veux réagir à ce qui se passe derrière ou que tu veux avoir un différentiel de pneus pour dépasser dans le prochain relais. Et comme c'était assez serré dans le trafic, c'est la stratégie qu'ils ont retenue pour le coup. Pourquoi pas, il y avait quand même un delta de perfo qui était intéressant. Alors Tsunoda partait sur un soft hard similaire à tous ceux qui l'entouraient, donc il pouvait compter que sur la fraîcheur de ses pneus, là où Ricciardo a fait un soft hard bien plus long et puis un soft pour tenter de sauter Tsunoda, Magnussen et potentiellement aller chercher Zhou. Alors Ricciardo est revenu comme une balle sur Tsunoda sur le début du 3e relais et la consigne d'équipe, assez normale, a été passée pour que Ricciardo tente sa chance. Sauf que la consigne est arrivée un petit peu tard, sachant qu'il savait que c'était un petit peu le but de la manœuvre pour Ricciardo. Et au moment de le dire à Tsunoda, lui, il était déjà en bataille avec Magnussen pour le passer. Donc bon. Alors Ricciardo a donc attendu 2 tours, je crois à peu près, le temps qu'il y ait des négociations avec Tsunoda, qui ne comprenait pas pourquoi il devrait laisser passer Ricciardo puisqu'il était en bataille et qu'il allait peut-être dépasser Magnussen. Et finalement, au moment où Verstappen leur prend un tour, Tsunoda laisse passer Ricciardo, mais ils perdent le terrain sur Magnussen. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Alors sauf que entre temps avec tout ça, les softs de Ricciardo avaient plus leur jus, donc Ricciardo il était tout aussi impuissant face à la Haas. Et il n'y avait pas s'il passe pas Magnussen, il redonne la place. Donc Ricciardo finit devant Tsunoda sur consigne d'équipe qui, quoi qu'il arrive, allait rien leur rapporter parce que Stroll il était déjà parti à Jeddah. Donc c'était un peu compliqué. Yuki bloque une roue dans le tour de décélération par frustration et probablement l'envie de rentrer vite à la maison. Frôle inutilement Ricciardo en réaccélérant. Bref, le débrief doit être un petit peu spicy à mon avis chez RB. Alors je comprends la consigne d'équipe pour Ricciardo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Différentes stratégies, faut tenter. Puis avec les softs, à l'autre faut le laisser passer. Mais il fallait prévenir Tsunoda plus tôt pour s'éviter des négociations pendant 2 tours et l'énerver. Donc voilà, et surtout, fallait que Ricciardo redonne la place à Tsunoda s'il n'arrivait pas à passer Magnussen. Alors du coup, au lieu de rentrer avec un bel esprit d'équipe et avancer dans la même direction, on rentre en ayant inutilement un pilote en colère qu'on aurait pu éviter. On s'est tout simplement tiré une balle dans le pied et c'est vraiment dommage. Bon, 4e réaction, on va parler pneus et rythme de course parce que il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La course était bien loin des attentes que j'avais. La convergence des performances, machin, truc, c'est pas matérialisé par de la bataille en piste. Pour le moment, on s'est fait chier. Chantos. Alors Red Bull ne sont pas clairement au-dessus en qualification, donc on va avoir des séances de qualif de l'enfer sur cette année à mon avis, et c'est une très bonne nouvelle. Et on a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même vu des paquets se former très vite et rester assez serrés pendant pas mal de tours. Je pense notamment à Russell, Leclerc, Perez et Sainz dans les premiers tours qui étaient collés les uns aux autres. Puis un petit peu plus loin derrière, on avait donc les McLaren, Alonso et Hamilton. Donc on avait plein de gros paquets comme ça, quoi. Alors plusieurs choses, l'ordre de performance pure c'est bien Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston et ça va changer en fonction des circuits.
Faut voir lesquels et après on aura un petit peu une idée de ce que ça donne. Ferrari avec Charles, ils ont eu des problèmes, sinon probablement qu'il y aurait une bataille Leclerc-Pérez, voire Leclerc-Pérez-Sainz. Et il ne faut pas oublier que les deux Mercedes avaient aussi des problèmes de refroidissement, leur enlevant, selon l'équipe, 5 dixièmes par tour, ce qui est énorme, je trouve. Mais au final, on n'a pas vu totalement le meilleur rythme chez tout le monde, à part les McLaren qui ont encore un petit peu de problèmes sur les virages lents, etc. Elles n'ont pas eu de problème pendant toute la course. Et les Aston qui sont juste derrière, et c'était assez attendu. Alonso le disait, P6 en qualif, c'est beaucoup. On risque de redégringoler et pour l'instant, Aston, c'est effectivement P9, P10. Alors, je vais terminer par une petite note d'espoir parce que c'est tout ce qui nous reste, tout simplement. Bahreïn est généralement plutôt peut-être à l'avantage de Red Bull sur un circuit où les Red Bull partent dans le trafic. C'est probablement pas la même histoire, donc faudra attendre de voir ce que ça donne. Et j'en arrive à ce sujet, la qualif sera encore plus importante cette année car tout le monde est si serré qu'avoir du clean air, mais ça va être le grand luxe que tout le monde va vouloir s'arracher. Et la moindre erreur vous coûte beaucoup de place. En témoigne par exemple Norris qui, sans une ou deux petites erreurs sur son tour en qualif, se mettait probablement P2 ou P3. C'est pas rien quand même. On n'a donc pas eu une image encore représentative, claire et nette, mais on sait à peu près à quoi s'attendre. Il faut encore quelques grands prix pour se faire vraiment une idée de quelle voiture a vraiment quels avantages et quels inconvénients sur quel type de circuit. Je sais, c'est long à comprendre, mais tu vas voir. Parce que là, du Bahreïn, on en a bouffé. Maintenant, il faut aller sur d'autres circuits. Le travail acharné se poursuivra, c'est ce que déclarait Bruno Famin, le team principal d'Alpine à l'issue de la course. Apprendre et progresser avec l'A524, de toute manière, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. C'est donc le naufrage du début de saison. On savait que c'était pas ouf, que ça jouait au mieux P7 aux constructeurs après les essais hivernaux. Mais je pense qu'avant ce week-end, personne ne s'attendait à ce que ce soit autant catastrophique. Alpine est pour le moment dernière à la régulière et ça, si on doit avoir une certitude sur ce début de saison, c'est celle-là. En qualif, ça échoue pour 1 dixième pour la Q2 pour Esteban Ocon. Pierre Gasly, il a loupé son tour de mise en route, donc 3 dixièmes derrière, ça allait pas. Mais après ça, une fois que tu es en Q2, tu fais P15, P14, mais tu vas pas beaucoup plus loin. La voiture, elle peut pas faire mieux. Et pour le rythme de course, malgré un bon départ, faut compter sur les autres pour remonter. Hülkenberg, Sargent, Stroll, Bottas, si je dis pas de bêtises, ont tous eu des problèmes pendant la course, que ce soit au début ou au milieu. Mais à part Sargent et surtout Bottas qui ont eu droit à toute la malchance, notamment pour Bottas avec un arrêt bien trop long, Alpine, ça serait resté P19, P20. Alors bon, j'ai hâte que la presse britannique nous adjuge le manque de performance au moteur et à Viry-Châtillon pour la 1000e fois, évidemment. C'est pas aussi pris d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde, je sais pas, je comprends pas, moi. Un moteur qui faisait P4 en 2022 et qui, depuis, a été gelé par la réglementation, comme pour tout le monde d'ailleurs. Mais non, tout va bien autrement chez Team Enstone, comme ils aiment si bien appeler cette équipe. Voilà, la presse britannique, vous m'en parlez pas. Bon alors la voiture est juste mauvaise à cet instant, on parle de 10 kg en trop sur la balance qui représente en règle générale 3-4 dixièmes en F1 à peu près, ce qui est finalement énorme compte tenu des écarts très serrés dans le peloton. Et puis bon, d'un point de vue aéro, oui, il en manque assez visiblement, mais déjà avoir moins de poids et surtout avoir un peu mieux d'aéro, on peut vite se retrouver P13-14 peut-être. Bon, c'est pas si mal. Alors contrairement à McLaren l'année dernière qui avait prévenu et qui avait dit qu'ils avaient justement enclenché tout un tas de grosses transformations assez tardives et que le début de saison allait être compliqué, etc. Ça paraît beaucoup moins le cas avec Alpine dans les différentes déclarations. On comprend pas bien pourquoi on a cette voiture, pourquoi on en est là, pourquoi on a cette base qui fonctionne pas encore bien. Donc on va voir, mais au moins en tout cas ce qui est dit c'est qu'ils ont identifié les problèmes, donc quoi qu'il arrive il va y avoir de l'amélioration à un moment donné. J'ai quand même de gros doutes sur le fait d'avoir cette capacité de faire le même bond en avant que McLaren en 2023. Alpine, entre début 2023 et début 2024, ils ont gagné 1 dixième de perfo. McLaren, ils ont gagné 1 seconde 7. Bon alors pour l'instant, on a quand même de l'unité dans l'équipe, n'en déplaise à Netflix et ce qu'ils racontent évidemment, mais combien de temps ça va être le cas avec des pilotes en fin de contrat qui vont forcément s'impatienter très très vite, ça va être compliqué à gérer, sans compter qu'on parle de rumeurs du départ du directeur technique Matt Harman et du chef aéro de l'équipe, mais pour l'instant on a un no comment d'Alpine là-dessus.
Alors ce qui est marrant, c'est que la Ferrari de l'année dernière, c'était pas du tout la faute de Vasseur et fallait lui laisser un petit peu le temps, mais que la voiture de cette année chez Alpine, c'est parce que Otmar est parti, et donc c'est la faute de Bruno Famin. Alors quand on sait que les conceptions des F1 débutent au moins un an, si c'est pas plus, avant de prendre la piste, je vous fais pas un dessin, on a finalement évité peut-être bien pire quand Otmar s'est fait virer à Spa, et pas plus tard. Mais bon, ça après on saura jamais. Mais oui, l'année dernière la Ferrari, c'était pas la faute de Vasseur, cette année l'Alpine c'est à moitié la faute de Bruno Famin, parce que c'est surtout Otmar qui a donné la direction de l'équipe en début 2023, pour 2024. Alors, on repart pas sans bonus, car on a eu le coup d'envoi de la saison de F2 et de F3. Isaac Hadjar, qui partait en première ligne, s'est fait alpaguer par Bortoleto au premier virage, voilà, abandon. Autant vous dire que... j'avais envie de péter la télé, la table, ce que vous voulez. Pour Victor, ART et même comme pour Prema d'ailleurs, des équipes qui généralement jouent la gagne. On n'a pas encore compris comment régler correctement la voiture et le rythme n'était tout simplement pas là. Surtout pour les Prema d'ailleurs, où c'était vraiment catastrophique. Le prodige de Mercedes, Antonelli là, il était loin. Très très loin. À voir comment ça évolue pour la suite, mais les équipes vont au fur et à mesure comprendre comment ça fonctionne cette nouvelle F2. Et puis big up à Sami Meghetounif qui débute correctement sa saison avec Trident en F3 et qui manque de pas grand chose le podium. Faudra aussi le surveiller pour le coup, donc ça fait 2 belles séries à regarder. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans une semaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Arabie Saoudite, à Jeddah, voilà, super circuit où ça va très très vite. En attendant, on parlera un peu du WEC jeudi, qui a tenu sa première course quelques kilomètres plus loin au Qatar. Il s'est passé plein de trucs pendant le WEC et j'ai hâte de vous en parler. Ciao ciao.